C'est durant l'année 1971 qu'un certain roman intitulé L'Exorciste est publié pour la première fois. Pour ce livre, l'auteur William Peter Blatty s'est inspiré d'un fait divers survenu en 1949 lorsqu'un jeune garçon du Maryland a subi plusieurs rituels d'exorcisme après avoir manifesté des signes de possession démoniaque. Ce véritable exorcisme a été relaté par plusieurs journaux de l'époque et a servi de base à son intrigue. Blatty, qui avait étudié à l'université jésuite de Georgetown, était fortement influencé par ses croyances catholiques. Il a longuement recherché et approfondi les rites d'exorcisme pratiqués par l'église catholique. L'Exorciste rencontre un immense succès dès sa sortie, atteignant rapidement la première place de la liste des best-sellers du New York Times où il restera plus de 57 semaines. Acclamé par la critique, il est considéré comme l'un des romans les plus terrifiants de son époque, contribuant à populariser le genre de l'horreur dans la littérature grand public. En plus d'être écrivain, Blatty avait déjà une expérience à Hollywood, en tant que scénariste et producteur. Déterminé à voir son œuvre adaptée au cinéma, il s'implique personnellement dans le projet. Peu après la publication du roman, il commence à approcher les studios pour vendre les droits d'adaptation. Mais plusieurs producteurs hésitent, sauf la Warner qui finit par se montrer intéressée. Le studio se lance alors dans la recherche du réalisateur idéal. Plusieurs grands noms sont approchés, mais aucun ne semble prêt à relever le défi. Arthur Penn, célèbre pour son Bonnie and Clyde, décline en raison d'un emploi du temps chargé et sa réticence à traiter un sujet aussi violent. Quant à Stanley Kubrick, il refuse aussi, souhaitant un contrôle total du film, y compris en tant que producteur, ce que le studio ne souhaite pas. D'autres réalisateurs comme Mike Nichols, John Boorman ou Alfred Hitchcock sont également envisagés, mais tous déclinent pour des raisons variées. Finalement, la Warner se tourne vers Mark Riddle, connu pour des films comme Les Rivers. Cependant, Blatty n'est pas convaincu par ce choix. Il se bat pour imposer un autre réalisateur, William Friedkin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Friedkin a débuté sa carrière dans les années 60 en réalisant des documentaires pour la télévision. Ce travail l'a aidé à se faire un nom en tant que cinéaste engagé. Il s'est ensuite tourné vers le cinéma avec des films comme Good Times en 1967, une comédie musicale avec Sonny et Cher, et The Birthday Party en 1968. Mais c'est avec le thriller policier intense basé sur une histoire vraie, French Connection, qu'il a véritablement explosé. French Connection. Ce film lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur, marquant le début de son statut de cinéaste incontournable à Hollywood. Avec tout ça, il est bien évidemment engagé pour adapter L'Exorciste. Mais les débuts de la production ne se passent pas sans problème. Par exemple, il rejette le premier brouillon du scénario, demandant à Blatty de réécrire certaines parties pour éliminer des intrigues secondaires jugées superflues. En fait, le cinéaste souhaite recentrer l'histoire sur la possession de Regan et accélérer son évolution. Hey, I think we've got a guest. You're gonna die up there. La phase de casting s'avère tout aussi délicate. Blatty imaginait Shirley MacLaine pour incarner Chris MacNeil, mais cette dernière est déjà engagée sur un autre projet. De son côté, Friedkin pense à Jane Fonda, mais là aussi, ses options ne se concrétisent pas. Finalement, c'est Ellen Burstyn, encore peu connue à l'époque, qui prend contact avec le réalisateur et se montre convaincue d'être faite pour ce rôle. I'm telling you that thing upstairs isn't my daughter. Le casting du père Karras s'annonce également complexe. Le studio pense à un moment à Jack Nicholson, mais Friedkin découvre Jason Miller en assistant à l'une de ses pièces. Le comédien est très vite engagé après avoir auditionné. Mais le rôle le plus difficile à attribuer reste celui de Regan, la petite fille possédée. Pendant 4 mois, les directeurs de casting auditionnent des milliers de jeunes filles, dont des futures stars comme Laura Dern, Sharon Stone ou Carrie Fisher. Mais aucune ne semble convenir. Le réalisateur envisage même de prendre une naine pour incarner la fillette, mais cette solution ne le satisfait pas. C'est finalement Eleanor Blair qui se présente avec sa fille Linda. Âgée de 12 ans, la petite Linda montre qu'elle comprend parfaitement les aspects perturbants du rôle. Friedkin sait qu'il a trouvé sa Regan. Les essais avec Ellen Burstyn confirment cette impression, bien que le réalisateur doive créer un environnement de confiance pour que Linda se sente à l'aise sur le tournage qui s'annonce éprouvant. Ma mère m'a juste dit que c'était un film sur une petite fille qui avait besoin de soins médicaux. Elle ne m'a pas parlé de la possession ou des scènes effrayantes, donc je ne savais pas vraiment ce que cela impliquait. Quand j'ai rencontré William Friedkin, il ne m'a pas caché que ce serait intense. Je devais montrer que j'étais capable de gérer ces aspects sombres du rôle. Je n'avais aucune idée de ce que cela impliquerait. On m'a demandé si j'avais peur de jouer ce rôle et j'ai dit non. Ils m'ont aussi posé des questions sur mes croyances religieuses et sur la violence, mais à cet âge, vous ne comprenez pas vraiment ce que tout cela signifie. Le tournage débute le 14 août 1972. Prévu initialement pour 3 mois, il s'étendra finalement sur presque 1 an.
Les scènes extérieures sont filmées à Georgetown, tandis que les scènes intérieures sont tournées dans les studios de Manhattan qui ont servi à recréer la maison des McNeil. La chambre de Regan est sans doute le décor le plus crucial du film. C'est là que la majorité des scènes d'exorcisme sont tournées, ainsi que les effets spéciaux mécaniques. Friedkin fait construire plusieurs versions de cette chambre, équipées de faux murs pour dissimuler les mécanismes permettant de secouer le lit, de faux planchers montés sur roues pour simuler les tremblements, et de faux plafonds pour suspendre Linda Blair et donner l'illusion qu'elle lévite. L'une des installations les plus complexes est une pièce réfrigérée où la température chute à moins 20 degrés, plongeant les acteurs dans un froid glacial, une expérience que Linda Blair, vêtue d'une simple chemise de nuit, ne pourra jamais oublier. Damien! Amen. L'une des principales difficultés du tournage résidait dans les méthodes extrêmes employées par Friedkin. Soucieux de tirer le meilleur de ses acteurs, il n'hésitait pas à recourir à des techniques radicales pour obtenir des performances authentiques. Bien qu'il ait entretenu de bonnes relations avec ses comédiens, le réalisateur leur demandait fréquemment d'improviser pour libérer leur jeu. Son obsession du réalisme allait encore plus loin. Il tirait parfois des coups de feu sans prévenir, surprenant ainsi Jason Miller et frappait le père William O'Malley avant une scène cruciale, afin de provoquer un tremblement réel dans ses mains. De plus, Linda Blair fut blessée par un harnais lors d'une scène particulièrement intense où elle était secouée violemment sur son lit. Les harnais utilisés pour les scènes où Regan est secouée sur le lit étaient extrêmement inconfortables. Ils étaient si serrés que cela me faisait mal et à un moment donné, j'ai eu des blessures sur le dos. Ces scènes étaient répétées plusieurs fois et c'était assez épuisant, à la fois physiquement et émotionnellement. C'était tellement froid que j'avais du mal à bouger ou à parler parfois. Les caméras gelaient. Nous étions couverts de givre et c'était très dur de se concentrer dans ces conditions, surtout pour une enfant. Jouer ce genre de rôle demande beaucoup mentalement. À un moment, je devais devenir cette version maléfique de Regan et pour une enfant, ce n'était pas facile de passer d'un état innocent à un état de pure terreur. Certaines séquences comme celle où Regan se... Bon, je ne peux pas dire le mot sur YouTube, mais le moment où elle s'amuse avec un crucifix ne pouvait pas être interprété par la jeune actrice. C'est donc Eileen Dietz, une doublure, qui a pris le relais pour ces moments. Bien que non créditée, c'est aussi elle qu'on peut voir dans les traits du démon Pazuzu. Quant au doublage de la voix démoniaque de Regan, il est assuré par Mercedes McCambridge, reconnue pour son timbre rock. Pour cette performance, elle suit un régime épuisant à base d'œufs crus, de cigarettes et d'alcool, malgré son appartenance aux alcooliques anonymes, afin de modifier et distordre sa voix de manière effrayante. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. Linda Blair, de son côté, s'est exprimée à plusieurs reprises sur la célèbre scène du vomi, expliquant les coulisses et les défis qu'elle a dû affronter. Ils ont utilisé un mélange de soupe de pois pour la scène du vomi. Ce n'était pas agréable du tout et je me souviens que ça avait dû être filmé plusieurs fois parce que c'était tellement difficile de faire en sorte que le vomi aille exactement où il le voulait. Ce n'était pas amusant de recevoir ça en pleine figure, mais c'est devenu une scène culte. Le tournage en Irak pour le prologue s'est révélé être une véritable aventure. En raison de l'absence de relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Irak, Friedkin a dû emprunter des voies détournées pour obtenir l'autorisation de filmer à Mossoul et sur le site archéologique de Hatra. Sur place, l'équipe a fait face à des tempêtes de sable, des coupures d'électricité et le tournage a même été brièvement interrompu après une tentative de coup d'État. Malgré ces défis, le cinéaste garde un souvenir chaleureux de cette période. La scène marquant l'arrivée du père Merrin a été tournée durant le premier jour de travail de Max von Sydow. L'instant où il sort d'un taxi et se tient devant la résidence, découpée dans la lueur brumeuse d'un lampadaire, est devenue l'une des plus cultes du film. Elle a été reprise pour les affiches et les couvertures de presse. Ce moment s'inspire du tableau L'Empire des Lumières de René Magritte. L'équipe a décrit ce plan extérieur nocturne comme l'un des plus difficiles à réaliser. Pour obtenir ce faisceau de lumière, les artistes ont dû retirer le cadre de la fenêtre et placer un projecteur entre celle-ci et la maison. Le vent a compliqué l'effet du brouillard, mais malgré cela, Friedkin a été satisfait dès la première prise. Autre moment marquant, c'est bien évidemment la tête qui tourne. Jesus Christ, who lives and reigns with the Father. Ces effets spéciaux, comme tous les autres dans le film, ont été réalisés en direct sur le plateau. Un mannequin grandeur nature animé a été spécialement conçu pour ces séquences. You know what she did? Le superviseur des effets, Marcel Vercouterie, a construit le mannequin avec l'aide du maquilleur Dick Smith. Pour tester son réalisme, ils l'ont placé sur le siège avant d'un taxi, et lorsque suffisamment de personnes regardaient, ils ont fait tourner sa tête. Le mannequin était si réaliste que Linda Blair se sentait mal à l'aise en sa présence. La cascadeuse Anne Miles a réalisé la scène de l'escalier après 2 semaines d'entraînement.
Les gars des effets spéciaux avaient conçu un harnais spécial pour l'aider, mais grâce à son expérience en gymnastique, elle n'en a finalement pas eu besoin. Malgré les objections de Blatty, Friedkin a décidé de couper la scène juste avant la première du long métrage, jugeant qu'elle apparaissait trop tôt. Pendant des années, les fans ont débattu de l'existence de ce moment que le réalisateur a nié avoir tourné. Ce n'est qu'au milieu des années 90, lorsque Mark Kermode a découvert les images dans les archives de la Warner en travaillant sur son livre, que sa réalisation a été confirmée. La séquence a été restaurée dans la version sortie en 2000, bien que son aspect boueux et granuleux selon un critique l'a rendu superflu. Un plan supplémentaire montrant Reagan avec du sang coulant de sa bouche y a également été ajouté. À cause des effets spéciaux qui prenaient beaucoup plus de temps que prévu et quelques incidents, le budget passe de 2,5 millions de dollars à 12 millions. Des problèmes vraiment bêtes ont retardé le tournage, notamment la statue de 3 mètres de Pazuzu qui a été expédiée à Hong Kong au lieu de l'Irak. Mais d'autres problèmes ont vraiment été plus graves. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais les blessures des acteurs et de l'équipe ont également impacté la production. Ellen Burstyn et Linda Blair ont toutes deux gardé des séquelles. Burstyn s'est blessée pendant la scène où Reagan, possédé, projette Chris en arrière. La prise utilisée dans le film lui a fracturé le coccyx, la rendant incapable de tourner pendant 2 semaines et l'obligeant à utiliser des béquilles pour le reste du tournage. Et comme si ça ne suffisait pas, cette blessure a entraîné des douleurs chroniques en raison d'un traitement inadéquat à l'époque. Blair, quant à elle, s'est fracturé la colonne vertébrale inférieure après avoir été mal attachée au lit. Elle a ensuite développé une scoliose. L'équipe technique a également été touchée par des accidents. Un charpentier s'est coupé le pouce et un technicien a perdu un orteil. Et pour finir, plusieurs décès liés à la production ont marqué le tournage. Jack McGoran est décédé 1 semaine après avoir terminé ses scènes. Vasiliki Maliaros, qui jouait également dans le film, est décédé avant la fin du tournage. Parmi les autres pertes, on compte le veilleur de nuit, l'opérateur du système de réfrigération de la chambre de Reagan et le nouveau-né d'un assistant caméraman. Le grand-père de Linda Blair est également décédé pendant la première semaine de production, tandis que Max von Sydow a dû retourner en Suède après son premier jour de tournage en raison du décès de son frère, retardant encore une fois la production. De plus, l'un des fils de Jason Miller a failli mourir après avoir été heurté par une moto. Paul Betson, le technicien apparaissant dans la scène d'angiographie, a été reconnu coupable du meurtre du journaliste Addison Verrall. Ça fait beaucoup là, non? Il avait rencontré le journaliste dans un bar de Greenwich Village, un lieu fréquenté par la communauté homosexuelle new-yorkaise. Par la suite, les enquêteurs ont découvert que Betson pouvait potentiellement être un tueur en série. À l'époque, la police enquêtait sur une série de meurtres perpétrés entre 1975 et 1976 dans des bars gays, surnommés par la presse les Bag Murders. 6 victimes avaient été tuées selon un mode opératoire similaire à celui du meurtre d'Addison Verrall. Malgré la pression des enquêteurs et des juges, Betson n'a jamais avoué ses crimes. William Friedkin, se souvenant de son rôle dans L'Exorciste, lui rendit visite en prison avant son procès. Selon le metteur en scène, il aurait reconnu avoir tué Verrall et déclaré qu'il envisageait d'avouer être responsable des Bag Murders. Cette rencontre inspira d'ailleurs à Friedkin l'idée de réaliser le film La Chasse, adapté d'un roman de Gerald Walker, mais aussi basé sur l'histoire de Betson. Dans ce long métrage, Al Pacino incarne un policier infiltré dans la communauté gay sadomasochiste pour arrêter un tueur en série qui cible les hommes homosexuels. What he sees. Le tournage prend fin à l'été 1973. En raison de la violence présente dans le film, Friedkin craint la classification X. Cependant, le comité de censure, impressionné par la qualité du long métrage, décide d'attribuer un classement R, permettant ainsi sa sortie sans modification majeure. You too can see The Exorcist, but not if you cover your eyes. Pour la bande originale, le réalisateur confie dans un premier temps la musique du film au compositeur Laylo Schifrin, qui va même jusqu'à enregistrer sa partition. Insatisfait du résultat lors des sessions d'enregistrement, Friedkin décide de rejeter tout le travail de Schifrin et opte finalement pour des morceaux de musique préexistants. Le compositeur aura tout de même l'occasion de prendre sa revanche 6 ans plus tard en composant la bande originale d'Amityville, un succès qui lui vaudra une nomination à l'Oscar de la meilleure musique. In the Amityville Horror. Pour le thème principal de L'Exorciste, Friedkin choisit finalement un extrait de l'album Tubular Bells de Mike Oldfield. L'inclusion de ce morceau donnera un véritable coup de pouce à la carrière d'Oldfield ainsi qu'au jeune label Virgin. Ce thème, à la fois glacial et envoûtant, a d'ailleurs marqué la musique de films du genre, influençant notamment les compositions de John Carpenter dans plusieurs de ses propres réalisations.
Lors de la sortie de L'Exorciste le 26 décembre 1973, le film est initialement diffusé dans seulement 26 salles à travers le pays, avec une exclusivité de 6 mois pour chaque cinéma. Le metteur en scène insiste sur une affiche montrant la silhouette du père Mérine devant la maison des McNeil, rejetant celle proposée par le département marketing qui montrait la main de Regan agrippant un crucifix. Et dès le premier jour, les files d'attente s'allongent, les spectateurs bravent le froid et la pluie et les séances affichent complet. Rapidement, le nombre de salles projetant le film augmente. Les réactions du public sont parfois extrêmes. Évanouissements, crises d'hystérie, vomissements et malaises sont fréquents. Certaines salles distribuent même des sacs à vomi et des ambulances sont posées à proximité, transformant les cinémas en véritables salles d'urgence. Perfectionniste, Friedkin s'assure personnellement de la qualité des projections. Il ira même jusqu'à récupérer une copie pirate diffusée dans un cinéma porno avec l'aide de contacts douteux. Bien que les critiques soient partagées, cela n'empêche pas le succès commercial retentissant. Avec son budget de 12 millions de dollars, le film engrange près de 200 millions aux États-Unis et au Canada en un an. En France, lors de sa sortie en septembre 1974, il attire plus de 6 millions de spectateurs. Mais ce grand succès a également eu un impact majeur sur la vie de Linda Blair. La jeune actrice est rapidement devenue la cible de la presse à scandale qui colportait des rumeurs selon lesquelles elle serait internée ou possédée. Des journalistes lui posaient des questions sur le bien et le mal alors qu'elle souhaitait simplement devenir vétérinaire. Pire encore, des fanatiques religieux la menacent de mort, convaincus qu'elle incarne un messager du mal. Face à cette frénésie médiatique, la Warner met en place une protection rapprochée pour la protéger. Pour l'éloigner de tout ça, la jeune actrice est envoyée à l'étranger pour assurer la promotion du long métrage, tandis que sa famille est contrainte de déménager. Malgré ces épreuves, Linda est restée fière d'avoir participé à cette aventure, bien que cela ait profondément marqué sa carrière et sa vie personnelle. Après la sortie du film, certaines personnes me regardaient comme si j'étais vraiment possédée. Cela était difficile à gérer. En tant qu'enfant, je ne comprenais pas pourquoi des gens me demandaient si j'étais réellement un démon. Il y avait une confusion étrange en moi et le personnage. Je ne pouvais pas sortir sans protection. J'étais une enfant et soudainement j'avais des gardes du corps pour me protéger des fanatiques. Ça m'a vraiment choquée et a changé ma vie à jamais. Malgré ça, la comédienne reprendra contre toute attente son rôle quelques années plus tard. Considéré comme l'une des pires suites du cinéma, L'Exorciste 2 a connu une production chaotique. Suite au triomphe de L'Exorciste, la Warner souhaite rapidement une suite dès 1974 et approche Friedkin, Blatty et Ellen Burstyn. Tous les trois déclinent, peu intéressés par l'idée de prolonger l'histoire. Friedkin et Blatty griffonnent malgré tout quelques ébauches de scénario, mais capturer une nouvelle fois la magie de l'original s'avère difficile. Pendant ce temps, la 20th Century Fox travaille sur un projet intitulé La Malédiction, réalisé par Richard Donner. Le succès de ce film en 1976 pousse la Warner à accélérer la production de cette suite. William Goddard, un scénariste peu connu, est engagé et un script voit rapidement le jour. Ellen Burstyn refuse toujours de participer, contrairement à Linda Blair qui accepte après des négociations très serrées. J'étais un peu réticente à l'idée de refaire un autre film d'exorcisme. Le premier film était déjà tellement intense et j'avais l'impression qu'il était presque impossible de recréer ce qu'il avait réussi à faire. Mais on m'assurait que ce serait différent, plus philosophique et moins centré sur l'horreur pure. Il voulait explorer des thèmes plus psychologiques et spirituels, mais c'était déroutant. Tout le monde sur le plateau semblait confus par rapport à l'histoire. Je ne pense pas que quiconque savait vraiment où ce film allait. Pour la réalisation, plusieurs grands noms sont envisagés dont Stanley Kubrick, qui décline pour se consacrer à une adaptation d'un roman de Stephen King. Here's Johnny. Finalement, John Boorman accepte de relever le défi. Boorman, réalisateur britannique de renom, venait de connaître un grand succès avec Deliverance et enchaîné avec Zardoz, qui est devenu un film culte grâce à ça. Il avait déjà été approché pour le premier Exorciste, mais avait refusé jugeant le scénario insupportable, surtout en tant que père de plusieurs filles. Insatisfait du script, il fait appel à son collaborateur de Deliverance, Rospo Pallenberg, pour réécrire l'histoire. Toutefois, William Goddard refuse de retravailler le texte.
Donc, Boorman et Pallenberg procèdent à des modifications sans être crédités en raison des règles syndicales. L'idée centrale devient celle d'un exorciste aidant Regan à surmonter les traumatismes laissés par le premier film dans une lutte entre le bien et le mal avec un final optimiste. Au niveau du casting, le metteur en scène souhaite Christopher Walken pour le rôle du père Lamont, mais la Warner rejette cette idée. Finalement, Richard Burton est engagé, bien que son enthousiasme soit limité. Je pourrais vous rassurer, mais je ne le peux pas. Le tournage se déroule dans des conditions difficiles. Les décors nécessaires sont refusés par superstition ou crainte, obligeant l'équipe à tourner principalement en studio à Los Angeles. Le budget initialement fixé à 9 millions de dollars explose pour atteindre les 14 millions, un record à l'époque. Linda Blair complique également la production, en exigeant de ne pas porter de maquillage spécial, nécessitant l'engagement d'une doublure pour les scènes où Regan apparaît possédée. Pazuzu et Regan, c'est la seule Regan. De plus, Richard Burton, souvent alcoolisé sur le plateau, a du mal à mémoriser son texte. Le tournage prévu pour 6 mois est marqué par de nombreux retours en arrière en raison de problèmes techniques, et Boorman, épuisé, tombe malade, obligeant Pallenberg à réaliser certaines scènes. Parmi les autres difficultés, on peut citer la saturation des images qui a nécessité de nouvelles prises de vue, ainsi que la mort prématurée des criquets importés d'Angleterre pour les scènes finales du film. En fait, sur les 2500 criquets envoyés, il y en avait plus de 100 qui mouraient chaque jour. Et pour finir, le monteur original du film a claqué la porte en pleine production. Après tout ça, le long métrage qui sort en 1977 est rapidement considéré comme l'un des plus grands échecs critiques et financiers de l'histoire du cinéma hollywoodien. Dès sa sortie, il est violemment critiqué pour son scénario confus, son manque de cohérence avec l'original et ses choix stylistiques qui s'éloignent de l'esprit du premier film. Le long métrage est carrément qualifié de prétentieux, étrange et mal structuré. Le critique influent Roger Ebert donne au film une étoile sur 4, le qualifiant d'œuvre ridicule qui ne parvient ni à susciter la peur ni l'attention, des attentes pourtant fondamentales pour un film d'horreur. Il reproche également à cette suite d'être trop ambitieuse, loin de ce que le public espérait après le premier opus. De son côté, le public réagit également très mal. De nombreux spectateurs, s'attendant à retrouver l'intensité horrifique du premier film, sont profondément déçus par l'approche psychologique voire métaphysique de Boorman. Certains quittent même les salles avant la fin de la projection. Lors des avant-premières à New York, le film est hué et des protestations ont lieu devant les cinémas. La réaction légendaire de William Friedkin, réalisateur du premier Exorciste, résume bien l'accueil du film. Après l'avoir vu, il aurait déclaré qu'il s'agissait du pire film qu'il ait jamais vu. Et même Linda Blair a honte de cette œuvre. Malgré un budget conséquent de 14 millions de dollars, l'Exorciste 2 rapporte seulement 30 millions au box-office mondial, loin des 441 millions générés par le premier film. Face à cet accueil, le studio ordonne rapidement un nouveau montage. Certaines séquences sont supprimées ou modifiées dans l'espoir de rendre le film plus accessible, mais cela ne suffit pas à redresser sa réputation. Malgré tout, au fil des années, l'Exorciste 2 a développé une petite base de fans, certains admirant son audace visuelle et son refus de se conformer aux conventions des suites hollywoodiennes. Certains admirateurs de Boorman saluent également sa tentative d'explorer des thèmes comme la bonté humaine et la rédemption, même si le long métrage reste très controversé. Mais bon, ce n'est qu'une minorité, et ça va être difficile pour la franchise de se relever après ça. William Peter Blatty n'avait initialement pas prévu d'écrire une suite à l'Exorciste, mais contre toute attente, il finit par développer une histoire intitulée Légion, où le lieutenant Kinderman, un personnage central du roman original bien qu'il ait joué un rôle secondaire dans le film, devenait le protagoniste principal. L'écrivain souhaitait adapter Légion pour le cinéma avec William Friedkin à la réalisation. Malgré l'échec critique et commercial de l'Exorciste 2, la Warner restait intéressée par l'idée de réunir les deux hommes pour un nouveau chapitre. L'auteur avait l'histoire bien en tête, et Friedkin était enthousiaste. Mais, en raison de divergences artistiques, le metteur en scène finit par quitter le projet. Ce retrait plongea le développement du long métrage dans une longue impasse. Refusant de laisser son histoire sombrer dans l'oubli, l'écrivain décida de transformer Légion en roman, publié en 1983, qui rencontra un grand succès. My next guest is an author of the, perhaps best known as the author of The Exorcist. His latest novel is entitled Legion. Please welcome now William Peter Blatty.
Fort de cette réussite, il tenta de relancer l'adaptation cinématographique en réécrivant son œuvre sous forme de scénario. Il chercha à produire le film lui-même, mais se heurta au refus de studios qui ne voulaient pas lui confier la mise en scène. Il fit alors appel à Steve Jaffe, un producteur qui accepta de l'aider. Deux sociétés de production, Morgan Creek et Carolco, montrèrent de l'intérêt pour le projet. Blatty choisit de collaborer avec Morgan Creek après que Carolco ait suggéré une idée extravagante impliquant une version adulte de Regan donnant naissance à des jumeaux possédés. Cherchant un réalisateur, l'écrivain proposa ensuite le projet à John Carpenter qui montre un intérêt initial mais finit par se retirer à son tour en raison de divergences créatives. Encore une fois. Carpenter expliqua plus tard qu'il n'était pas en accord avec le scénario, notamment en raison de l'absence d'exorcisme, et estimait que Blatty tenait trop à rester fidèle à son roman pour lui laisser la liberté créative nécessaire. Malgré ces nombreux obstacles, Blatty réussit finalement à diriger lui-même ce troisième opus. Avec un budget de 11 millions de dollars, le film fut tourné en 8 semaines en 1989. Cette fois-ci, L'Exorciste 3 nous plonge dans une enquête menée par le lieutenant Kinderman, qui tente de résoudre une série de meurtres atroces ressemblant étrangement à ceux d'un tueur en série exécuté des années auparavant. Alors qu'il cherche des réponses, il découvre un lien sinistre avec le démon qui a hanté les événements du premier film, et son enquête le conduit à un ancien patient d'un hôpital psychiatrique, le Père Cara, qui semble abriter une présence maléfique terrifiante. Le film s'inscrit davantage dans le genre du thriller psychologique avec des éléments surnaturels, offrant une ambiance oppressante et des scènes marquantes. Il termina le tournage principal dans les délais avec un léger dépassement de budget. Mais 4 mois plus tard, Morgan Creek exigea qu'une nouvelle fin soit tournée. Le propriétaire de la société, James Robinson, estimait que le film manquait d'un élément clé, un exorcisme. Pour répondre à cette demande, la 20th Century Fox injecta 4 millions de dollars supplémentaires dans la post-production, permettant de filmer une séquence d'exorcisme avec l'acteur Nicole Williamson dans le rôle du Père Morning, un personnage totalement créé pour ce climax. Mais entrez donc, Père Morning. La nuit est à nous. Blatty dut réécrire son scénario pour intégrer cette séquence. L'ennemi juré de l'humanité tout entière. Concernant cette nouvelle fin, l'auteur déclara plus tard que, bien qu'elle fût techniquement réussie, elle n'ajoutait rien à l'histoire et altérait même l'essence du film. Il admit qu'à l'époque, il s'était montré satisfait pour des raisons diplomatiques, mais cette séquence avait été imposée par le studio contre son gré bien sûr. Adieu, lieutenant. Damien! La version originale, déjà tournée, se terminait avec le lieutenant Kinderman tuant le patient X, sans aucun exorcisme. Mais face à l'insistance du studio, Blatty accepta d'ajouter la nouvelle scène. Lors d'une projection test, l'écrivain réalisa que le public n'était pas réceptif à cette version, mais il décida de tirer le meilleur parti de la situation et tourna la scène d'exorcisme, bien qu'elle ne lui semblait pas indispensable. L'éternel Chucky, Brad Dourif, qui joue dans le film, se souvient de cette période difficile. Selon lui, l'équipe ressentait une certaine frustration, mais Blatty faisait de son mieux malgré les circonstances. Le film sortit le 17 août 1990 et débuta en tête du box-office, rapportant 9 millions de dollars aux États-Unis et au Canada lors de son premier week-end. The real terror is back. Il finit par engranger 44 millions de dollars au box-office mondial, un résultat modeste comparé au succès phénoménal du premier Exorciste. Blatty attribua les résultats décevants à la décision de Morgan Creek d'imposer le titre L'Exorciste 3. En effet, l'écrivain avait toujours souhaité que le film conserve le nom de son roman, Légion. Plusieurs titres avaient été envisagés, mais le studio insista pour inclure le mot Exorciste, malgré ses avertissements. Après la 3e semaine d'exploitation, lorsque les résultats du box-office commencèrent à chuter, le studio admit que L'Exorciste 2 avait entaché la réputation de la franchise. Sur le plan critique, L'Exorciste 3 reçut des avis mitigés. Les performances des acteurs furent louées, ainsi que le ton plus sombre et introspectif du film. Le critique Roger Ebert exprima cependant sa déception quant à la structure du film et critiqua l'ajout de la scène d'exorcisme jugée superflue. Quand on sait qu'elle ne devait pas y être, c'est un peu con. Par contre, l'une des scènes les plus marquantes est une séquence de jumpscare devenue culte située dans un hôpital, souvent mentionnée comme l'un des moments les plus mémorables. Et sinon, le public lui aussi réagit de manière partagée. Et comme si ça ne suffisait pas, juste un mois après la sortie de ce 3e opus, alors que la saga va vraiment très mal, une parodie de l'Exorciste avec Linda Blair et Leslie Nielsen qui s'appelle « Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde ?», sort au cinéma. C'est le diable que tu vois. Tu es délicieuse, je te ferai une petite gâterie.
Bon, ce fut un échec retentissant, que ce soit au niveau des critiques ou du box-office. Mais cela confirme deux choses. Déjà que Linda Blair n'a décidément pas le flair pour les bons projets et que le public boude vraiment tout ce qui touche à la possession. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Dans l'histoire du cinéma, nombreux sont les films ayant connu des tournages mouvementés et des problèmes en post-production. Et le préquel de l'Exorciste en est l'un des exemples les plus notoires. Pour comprendre ce désastre, il faut remonter en 1997. James Robinson, détenteur des droits de la franchise, souhaite marquer les 25 ans du film original en lançant une nouvelle production. Le studio donne rapidement son feu vert et confie l'écriture du scénario à William Wycher, connu pour Terminator 2 et le 13e guerrier. Ce dernier imagine une histoire se déroulant dans les années 40, où Merrin, encore marqué par les horreurs de la guerre, abandonne son rôle de prêtre pour se consacrer à l'archéologie. Lors de fouilles en Afrique, il découvre une église mystérieuse. Avec une doctoresse, il va alors tenter de venir en aide à un jeune homme possédé. Robinson, peu satisfait du travail de Wycher, demande une réécriture complète à Caleb Carr, célèbre auteur de l'Aliéniste. Cette nouvelle version attire John Frankenheimer, réalisateur chevronné connu pour entre autres Piège fatal. Tout semble se mettre en place. Robinson convainc Liam Neeson d'incarner le jeune père Merrin et le tournage est prévu pour août 2002. Mais premier problème, Frankenheimer décède soudainement en juillet. C'est à ce moment-là que le réalisateur Paul Schrader entre en scène. Toute l'équipe s'accorde sur une approche plus subtile de l'horreur, loin des effets spectaculaires du premier film. Schrader apprécie l'idée de Caleb Carr de placer un garçon et non une fille comme personnage possédé. Par contre, trouvant le script trop dense, il allège certains dialogues, notamment dans la scène finale qui s'étendait initialement sur 10 pages. Respectant l'esprit du scénario, il procède à quelques ajustements mineurs pour améliorer la fluidité du récit, sans rencontrer de réelle opposition de la part du studio. Robinson s'implique principalement dans le casting et Schrader parvient à imposer Stellan Skarsgård pour remplacer Liam Neeson, bien que la Warner n'était pas très chaud à la base. Pour le metteur en scène, ce préquel est une opportunité d'explorer une nouvelle facette de la saga. Il aborde donc le projet comme un film d'époque, avec une mise en scène posée et un rythme inspiré des années 40. Le tournage dure environ 3 mois et il montre rapidement une première version du long métrage. En mai 2003, une projection privée est organisée pour les responsables de Morgan Creek. Mais Robinson n'est pas convaincu, et c'est seulement après une deuxième projection qu'il décide de renvoyer Schrader. Bien que le réalisateur ait respecté les demandes initiales du studio, le producteur trouve ce préquel trop difficile à commercialiser, estimant qu'il ne répond pas aux attentes du public en matière d'horreur. Pour relancer la production, il fait appel à Renny Harlin, réalisateur expérimenté dans les films d'action et d'horreur. Harlin transforme radicalement l'approche du film. Là où Schrader privilégie une atmosphère psychologique, lui opte pour une réalisation plus spectaculaire, remplie d'effets spéciaux. Les séquences d'exorcisme sont repensées avec une esthétique grandiose et des effets numériques omniprésents. Le personnage de Merrin devient un archéologue aventurier rappelant Indiana Jones plutôt qu'un prêtre tourmenté. Cette nouvelle version intitulée L'Exorciste au commencement sort en 2004. Malgré un budget de 70 millions de dollars, il ne convainc ni la critique ni le public, ne rapportant que 78 millions de dollars au box-office mondial. Face à cet échec, le producteur revient vers Schrader et lui donne la possibilité de finaliser sa version avec un budget limité. Et c'est ainsi que Dominion est présenté dans quelques festivals avant de sortir de façon limitée en 2005. Ensuite, il faudra attendre l'année 2016 pour revoir la franchise, cette fois-ci en série télé. Diffusée le vendredi à 21 h sur la Fox, cette série fait le choix d'oublier volontairement toutes les autres suites et préquels pour se placer directement après les événements du film original. Je ne peux malheureusement pas en dire plus car je ne l'ai pas encore vu, mais les 2 saisons ont l'air d'avoir reçu de très bonnes critiques. Mais faute d'audience, il n'y aura pas de 3e saison. Mais revenons vers le cinéma, car de ce côté aussi ça bouge. En 2015, Morgan Creek affirmait dans un tweet qu'il n'avait aucune intention de produire un remake de l'Exorciste. Pourtant, 5 ans plus tard, le studio annonce le développement d'un nouveau projet, précisant qu'il s'agit d'un reboot et non d'un remake, et qu'il n'avancerait pas sans la bénédiction des créateurs originaux.
Quelques mois plus tard, en décembre 2020, l'idée du reboot est abandonnée au profit d'une suite directe du film original, conçu comme le premier volet d'une trilogie. David Gordon Green est annoncé à la réalisation, tandis que Jason Blum prend en charge la production. Selon les producteurs, l'équipe derrière la récente trilogie d'Halloween avec Green aux commandes est un choix rassurant sur le plan commercial. Toutefois, sur le plan artistique, la question reste ouverte. L'approche de Green sur la saga Halloween n'a pas fait l'unanimité, et la perspective de toucher à l'exorciste suscite des inquiétudes. D'autant plus que Friedkin, encore vivant à l'époque, réagit vivement à cette annonce, regrettant que son film soit prolongé par un cinéaste connu pour des comédies comme Délire Express. Fidèle à son franc-parler, il déclare même qu'il reviendrait d'entre les morts pour posséder Green si jamais le monde spirituel existait réellement. Malgré ses réticences, Morgan Creek et Universal poursuivent le projet, s'associant à la plateforme Peacock pour obtenir les droits de distribution en déboursant 400 millions de dollars. En octobre 2021, il est confirmé que c'est une trilogie qui est bien en préparation et que les suites ont déjà été écrites. Avec ce genre d'annonce, la stratégie est claire. Convaincre Ellen Burstyn et Linda Blair de rejoindre le projet, comme cela avait été fait avec Jamie Lee Curtis pour Halloween. Pourquoi vous faites une chose pareille? Pour lui faire la peau. Mais dans un premier temps, Ellen Burstyn décline à nouveau l'offre. Mais après avoir rencontré David Gordon Green et apprécié son approche, elle accepte à condition que ses bénéfices soient utilisés pour financer des bourses pour des étudiants en art dramatique. Un projet qui lui tenait à cœur. Elle signe cependant uniquement pour le premier volet de la trilogie, restant ouverte à une éventuelle participation aux suites en fonction de l'accueil du film. Et elle a bien fait. Quant à Linda Blair, son rôle est plus restreint. Engagée comme consultante pour guider les jeunes actrices jouant les possédés, elle fait une brève apparition dans la scène finale. Avec cette nouvelle suite, le metteur en scène souhaite explorer l'horreur sous un angle plus humain et émotionnel en se concentrant sur le drame familial. Parce que oui, selon lui, cette histoire est avant tout un drame, et il souhaite respecter cette dimension tout en utilisant des techniques modernes pour rendre l'expérience plus captivante. Le retour de Burstyn, bien que très attendu, reste marginal dans l'intrigue. Son personnage, après une brève confrontation avec le démon, est mis hors jeu à l'instar de Jamie Lee Curtis. Le film met plutôt l'accent sur la relation entre Victor et sa fille Angela et sur l'impact de la possession. Tu peux dire à ton père combien de temps tu es parti? Quelques heures peut-être. Ma puce a disparu 3 jours. Les premières projections révèlent que le film, jugé trop long et pas assez effrayant, a subi plusieurs ajustements en montage. La Motion Picture Association of America attribue au film une classification R pour son contenu violent et perturbant. Malgré ces ajustements, Jason Blum, fidèle à sa réputation de donner une grande liberté à ses réalisateurs, reste confiant. Bien que ce nouvel épisode ait pris la tête du box-office mondial avec environ 45 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, ce chiffre est loin des attentes. Pour rappel, Universal avait investi 400 millions de dollars pour obtenir les droits de la franchise, et avec un budget de production estimé à 30 millions, les attentes étaient bien plus élevées. Au total, le film rapporte seulement 136 millions de dollars, en plus de recevoir des critiques majoritairement négatives. En conséquence, la trilogie est annulée et Green se retire du projet. Pourtant, un nouvel épisode est déjà annoncé, cette fois-ci avec le réalisateur Mike Flanagan, connu pour son travail sur la suite de Shining, Dr. Sleep. C'est calme ce soir, monsieur Torrance. Plus pour longtemps, j'imagine. C'est le remède. Tu vas l'avaler, ton remède. Avant de passer aux anecdotes de fin, je voulais tout de même partager mon avis. Sans surprise, je n'apprécie vraiment que le premier opus. En plus d'être un véritable classique, c'est l'un des premiers films qui a réussi à me choquer profondément. Oui, surtout la fameuse scène du crucifix. À l'époque, j'étais au collège et je passais mon temps à télécharger des films d'horreur. Et aussi les nouvelles saisons des Simpsons quand la série était encore drôle. J'avais déjà regardé les Halloween, Freddy, Scream, Chucky, puis un ami m'a conseillé l'Exorciste. Et là, ça a été un choc. On est loin des slashers divertissants auxquels j'étais habitué. J'ai donc voulu poursuivre avec le reste de la franchise et... Oula, ce n'est vraiment pas bon. Même si quelques bonnes idées se glissent ici et là, il faut admettre que c'est un désastre. Même 50 ans après, ils ne sont toujours pas capables de nous offrir une bonne suite. Peut-être qu'il y a une raison à cela. Peut-être aurait-il fallu s'arrêter au premier film, tout simplement. Dans la célèbre scène où Regan vomit, le plan initial prévoyait que le vomi touche la poitrine de Miller.
Malheureusement pour lui, un problème technique est survenu. Le tube en plastique utilisé pour l'effet spécial a raté sa cible et a atteint l'acteur en plein visage. La réaction de Miller est donc totalement authentique. Le comédien a confié qu'il avait été particulièrement en colère après cet incident. Le film L'Exorciste 3 est devenu tristement lié au procès du célèbre tueur en série Jeffrey Dahmer. En effet, les détectives ont révélé que Dahmer s'identifiait au personnage du tueur. Il aurait même forcé certaines de ses victimes à regarder des extraits du long métrage avant de les assassiner. Lors du procès, Tracy Edward, sa dernière victime, a témoigné en racontant qu'il se balançait d'avant en arrière en récitant les dialogues. Poussant son obsession encore plus loin, Dahmer s'était procuré des lentilles de contact jaunes pour ressembler davantage au personnage incarné par Brad Dourif. Mais ce n'était pas sa seule source d'inspiration macabre. Il avait également adopté cette apparence pour imiter Palpatine. J'en ai déjà fait allusion au début de ma vidéo, mais William Friedkin, connu pour ses méthodes parfois controversées, cherchait à obtenir des réactions authentiques de ses acteurs. Dans une séquence en particulier, il a pris la décision extrême de tirer un coup de feu près de l'oreille de Miller sans prévenir. Furieux, le comédien a immédiatement confronté le réalisateur, lui reprochant cette méthode agressive. Il lui a rappelé qu'il était un acteur professionnel et qu'il n'avait pas besoin d'une arme à feu pour simuler des émotions telles que la peur ou la surprise. Linda Blair a été nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Regan, une performance qui a terrifié et impressionné. Mais cette nomination a rapidement été entachée par une controverse. En effet, il a été révélé après coup que Mercedes McCambridge avait prêté sa voix au démon possédant Regan. Lorsque cette information a éclaté, beaucoup ont estimé que le mérite de cette performance vocale revenait donc à McCambridge et non à Blair, soulevant des questions sur l'authenticité de la nomination. Selon les règles de l'Académie des Oscars, une fois qu'une nomination est annoncée, elle ne peut plus être retirée. Ainsi, Linda Blair a maintenu sa place parmi les nominés, mais cette polémique a indéniablement ruiné ses chances de remporter le prestigieux prix. Pour créer l'effet sonore glaçant de la voix du démon, Friedkin a fait appel à plusieurs techniques sonores inhabituelles. En plus de la voix de Mercedes, il a ajouté des bruits d'animaux dont le sifflement de serpent pour rendre le démon plus dérangeant. Il a aussi inclus le bruit d'abeilles bourdonnant, un son fréquemment utilisé dans les films d'horreur pour susciter une réaction instinctive de malaise chez les spectateurs. Malgré ces nombreuses controverses, L'Exorciste a été un immense succès critique et commercial, devenant le premier film d'horreur à être nominé aux Oscars. Il en a d'ailleurs remporté 2, celui du meilleur scénario adapté pour William Peter Blatty et celui du meilleur son. En tout, le long métrage a été nominé dans 10 catégories, ce qui était exceptionnel pour un film d'horreur, un genre rarement reconnu par les grandes récompenses de l'époque. Et voilà, c'est tout pour la saga L'Exorciste. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.